l'accrocher ici. Ça dépendra du modèle. D'accord. Donc on a ici la bêta corne ou le diagramme pieuvre, ou le mieux nommé, c'est le diagramme des interacteurs. Voilà. Donc les fonctions principales, translater chariot, support de charge 5 tonnes. On va dire que c'est un parlant pour 5 tonnes, c'est écrit là. Ah mince, excusez-moi. Là. Alimenté en 380 volts, bon, c'est pas très important, fondamental, c'est pas très fondamental pour notre projet. Commandé par câble 5 tonnes, 5 mètres, c'est pas très important non plus. Par contre, ça peut être intéressant de savoir que c'est poussière normale, puisque en cas de poussière, on va avoir des problèmes avec les liaisons qu'on va créer, et il faudra protéger plus ou moins les éléments qu'on va protéger, qu'on va installer. Donc voilà, donc c'est un chariot qui ressemblera à ça. Vous direz exactement tout. Voilà, c'est de la plaque. Donc il y a deux plaques. Donc il y a un berceau central et une flasque droite et une flasque gauche. D'accord. Et après on va rajouter le moteur. Ici, on rajoute le moteur dans ce coin-là. Là. On rajoute le moteur. Mais nous on va travailler sur la partie, celle-là, sur cette zone-là, plus ou moins. Enfin, c'est peut-être pas exactement le même modèle. Donc le moteur réducteur, tout ça, je sais pas, si je me souviens plus s'il faut faire des calculs dessus, mais a priori il n'y a pas de calcul à faire. Voilà. Voilà le fond du problème, le cœur de votre problème. Alors je dézoome. On a une petite nomenclature en bas. Vous l'avez en bas. Donc la petite nomenclature, parce il doit y avoir il y a un plan plus détaillé quelque part. Il n'est pas sur le sujet. Il doit être sur immédiat. Sur eCampus, pardon. eCampus. Non, c'est pas le bon. Il suffit que c'est comme d'habitude. Voilà. Vous devez avoir. Ah, il doit être dans le projet étude, dans le projet. Il doit y avoir le plan qui doit être dans le projet en fait. Et donc vous aurez un plan plus zoomé. Il va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. Si c'est quelque chose comme ça. Vous aurez un plan à compléter à la main. Et justement, on en parlera après pour le savoir que ceux qui ont. Là, vous avez tout top solide. Donc voilà. Je vous expliquerai après. Donc le sujet sur ce support-là, donc il y a la nomenclature en bas pour les pièces. Et voilà, on va rester sur cette zone. Donc sur ce sujet-là, vous allez donc devoir ici, l'arbre moteur, il est ici, d'accord. Ici, donc il va falloir mettre dans la zone 1, il va falloir mettre un engrenage, replacer l'engrenage ici, enfin plus ou moins comme ça. Voilà. Et il va falloir reconcevoir les liaisons des arbres, les liaisons de l'arbre de l'arbre du premier arbre sur la zone 1, et concevoir deux liaisons ici, parce qu'en fait il y a deux liaisons. En fait, la liaison du galet ou de la poulie ou de la roue qui est ici, il faut la lier par une liaison pivot par rapport à la flasque qui est sur la droite sur le plan. D'accord. Donc il faut qu'elle ait une liaison pivot par rapport à la flasque, mais si vous regardez, vous n'avez pas l'arbre. Donc il va falloir rajouter aussi, ici, là, dans cette zone-là, il va falloir rajouter un arbre. Et cet arbre-là doit être en liaison encastrement par rapport au bâti. Donc il y a deux problèmes qui vont
vous allez avoir deux petits soucis sur le côté droit. Donc, ce sera une zone 3. Et tout ça, donc il va falloir faire une ébauche, un dessin d'ébauche sur ce dessin-là, à main levée. À main levée, plus ou moins, on vous expliquera après comment faire. Donc, si vous n'avez pas d'imprimante, comment essayer de le faire. On verra, ça sera pour la semaine prochaine. Et puis après, il va falloir sur TopSolid finir et concevoir les pièces qui manquent, concevoir les assemblages, l'assemblage sur TopSolid. Donc, encastrer zone 1. Donc ici, je vous ai dit mettre un pignon dans la zone 1, donc il va falloir l'encastrer. D'où le cours qu'on va voir, il va faire une liaison encastrement. Donc c'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure le cours de liaison encastrement arbre moyeu, c'est celui-là. Donc ensuite, dans le 2, il va falloir lier la roue intermédiaire du pignon arbré. Donc il va falloir lier le pignon qui est là. Il va falloir lier ce pignon-là à cet arbre-là, à l'arbre central. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on a perdu j'ai perdu le partage. Je remets ça. Voilà. Et ensuite, deuxième point, il va falloir guider le pignon. Guider. Donc, il va falloir faire la liaison pivot. Et la zone 3, dans un troisième tronc, il va falloir donc créer, c'est écrit là encore, créer l'arbre guide, ce que je vous ai dit. Donc, créer un arbre guide. Créer un arbre grid pour le galet 4B, qui va être donc lié au flasque droit par une liaison hyperstatique. Donc voilà. Pour davantage réalité, combiner dans la MIP, un plan, etc. Donc faire une liaison encastrement et un centrage. Donc il faut remettre un centrage long. Ça pourrait, voilà. Et ensuite, guider en rotation le galet. Donc faire encore une liaison de guidage en rotation. Donc encore une liaison pivot. Des roulements, puisque les roulements sont les roulements sont imposés. Donc il faut encore mettre des roulements. Alors, quelques éléments à savoir pour votre démarche de conception, c'est des petites unités. D'accord. Donc, le produit est limité, 200 unités. Donc, il y a des moyens de production qu'on n'utilisera pas. Certains moulages, certains moyens de production, certaines pièces qui auraient été faites peut-être sur la fonderie, on hésitera parce que si c'est des pièces qui comment dire, il faut faire des moules et pour très peu de pièces, ça coûte très cher de faire des moules et mettre tout le système en marche pour de très très peu de pièces. Les pièces seront usinées ou mécano-soudées, d'accord. L'assemblage des divers composants doit être le plus efficace et économique possible. Donc attention au prix des pièces. Hein. Ne me sortez pas des éléments trop compliqués. On verra trop complexes. On verra dans le cours pour quels sont les éléments complexes, enfin plus ou moins chers. Voilà. Le montage des roulements devront être isostatiques. Alors donc on va respecter les règles. Hein. Robuste et respectant les règles de montage des règles de montage constructeur. Donc je veux avoir les ajustements. Alors les ajustements, je veux avoir les ajustements ou les tolérances sur les arbres et sur les alaisages. Les composants standards choisis seront normalisés. On choisira des composants normalisés. On n'inventera pas des vis en M quelque chose atypique. Assurer la lubrification par graissage des guides et du réducteur. Ça, on verra ça dans un deuxième point. Et garantir une étanchéité rudimentaire du chariot sans joint. Donc, il n'y aura pas d'étanchéité à mettre en place. Voilà. Donc, sur le feuille A3, dans un premier temps, sur la feuille A3, donc la feuille A3, c'est donc, je crois que c'est celle-là.
vous devrez, sur cette feuille-là, vous devez faire une recherche de solutions. Donc, doit traduire une ou des solutions constructives répondant aux objectifs du cahier des charges. Donc, du travail demandé, du cahier des charges. Ils seront présentés à main levée et à la règle vos idées, le nombre de types d'éléments standards. Ce document à lui seul devra traduire et planifier tous vos actes de conception. Il sera à faire valider avant de passer en partie de démo. Peut-être qu'on fera ici là. On commencera peut-être travailler sur une zone 1. Oui, c'est vrai, mais on va d'abord, on va valider zone par zone peut-être, puisqu'on va pas, bon, non, c'est pas la peine. Puisqu'on va pas se voir, je pourrais pas corriger aussi bien qu'en classe, qu'en direct. Donc vous allez devoir, on va peut-être on s'organisera de manière à ce que vous me validiez, peut-être d'abord une zone, la zone 1, puis je vous dis ok, allez-y, vous pouvez commencer à le faire sur CAO avant que j'ai le temps de revalider la zone 2. Donc ça sera peut-être un peu dur. Dans votre solution modélisée, voilà. Dans le pactage top solide que vous trouverez sur Immedia, non, eCampus, ah là, eCampus il est là, d'accord. Le pactage top solide il est là. Et vous trouverez déjà toutes les l'ébauche, l'ébauche de votre système, d'accord. La mise en plan actualisée et enrichie. Tout autre nécessaire sera. Alors, il va falloir que vous rendiez. Excusez-moi. Ah mince. Pas stable aujourd'hui. Donc, il va falloir que vous rendiez au final un pactage top solide avec votre solution solide modélisée, la mise en plan actualisée et enrichie, parce qu'il y a une mise en plan. Je crois que top solide, il y a une mise en plan, mais il va falloir que vous la mettiez en place. Les dessins de définition de toutes les nouvelles pièces créées. D'accord. On verra ça en fonction du temps et de la mise en. Les critères, on verra ça en fonction de la mise en œuvre de votre projet, qui sera plus ou moins facile, etc. C'est d'accord pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris à peu près ce qui doit être fait? Est-ce que tout le monde a bien entendu? Tout le monde a bien compris ce qui doit être fait? Oui, Martin, il faudra mettre une clavette pour l'arbre 1. Oui, on verra ça. On va voir le temps. Ah, oui, alors attends. Oui, Martin Leroux, vas-y, on t'écoute. Ouais, je t'écoute. C'est pour savoir, on doit rendre un fichier TopSolid, un fichier PDF et quoi d'autre exactement? Alors, normalement, tu aurais dû rendre un fichier, un document papier et un fichier TopSolid. Mais là, comme on n'aura pas de document papier, vous allez rendre un fichier. Alors ici, voilà, on va tomber sur le problème de l'histoire avec de Foxit. Voilà, c'est que j'ai vu monsieur Aloui samedi, on s'est croisés, on s'est vu, on s'est croisés sur le net, on a fait une réunion. Et donc ici, on va chercher des logiciels, on a trouvé TopSolid et Foxit. Et pour faire l'ébauche ici, vous pouvez utiliser Foxit. Donc en fait, ici, Foxit, il peut dessiner. Si vous n'avez pas de logiciel de dessin, pour dessiner une ébauche, avec du temps, pas trop de temps quand même non plus, voilà, Foxit peut dessiner. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez le trait qui apparaît. Vous pouvez créer des traits, les copier, les déplacer. Vous pouvez créer une ébauche. Alors là, moi, j'ai fait en rouge parce que bon, c'est configuré en rouge. Mais vous pouvez commencer à faire une ébauche des pièces. Le trait peut être en noir.
Et donc, il va faire une ébauche là-dessus. Vous pouvez le faire. Il y a plusieurs outils sur Foxit pour réussir comme Mount. Il y a des stylos, c'est ce que je suis en train de j'utilise moi pour vous pouvez tracer au stylo comme ça et puis dessiner une clavette. S'il y a une personne dessiner, alors prenez le temps qu'il faut puisque vous avez tout le temps de le faire chez vous et l'engrenage. Et puis après, vous pouvez mettre des annotations. Si une pièce n'est pas dessinée ou qu'elle n'est pas claire, vous pouvez mettre une annotation textuelle de texte. Ici, par exemple, je mets roulement, quoi. Voilà. Roulement XXX pour expliquer un petit peu ce que c'est et je mets une flèche. D'accord. Si je veux mettre un truc. Et après, je mets une flèche. Donc, avec Foxit, vous avez la possibilité de nous envoyer, ici, vous mettez un roulement que vous avez dessiné, voilà, enfin, bon, on sort du cadre. Vous avez la possibilité de dessiner avec. Alors, là, c'est avec la souris. Moi, j'ai un stylet, c'est pas pareil, mais vous pouvez régler l'épaisseur du trait. J'ai pas essayé encore trop configurer l'épaisseur du trait. Là, c'est en 6. Vous pouvez mettre en 1 et avec la souris, vous faites un trait plus fin. Voilà, vous pouvez dessiner comme ça et vous pouvez dessiner en ligne, essayer de dessiner en ligne droite. Il va faire plus ou moins une ligne droite. Donc ça, c'est pour les rouges. Alors moi, je suis en rouge puisque j'utilise le rouge pour des annotations pour que vous les voyez bien, mais vous pouvez le faire en noir, etc. Ok. Donc ça, c'est la première part. Donc vous avez l'outil. Voilà, et en plus, il est gratuit. Il y a une version pour ceux qui ont des problèmes d'installation, il existe une version portable. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de mettre d'installation, vous mettez sur une clé USB si ça marche. Enfin, sur un fichier, vous avez juste à exécuter l'exécutable. Donc ici, par exemple, on fait un roulement, on met hop, voilà, on se juste trompé. Ok, mais pour savoir, Ouais. c'est le fichier chariot porte PAL qu'il faut ouvrir avec Foxit, c'est ça? Et le roulement Chariot porte. SKF, on en fait quoi? Pardon? Le roulement SKF. Répète, s'il te plaît. Le roulement SKF. Alors, On a, on a deux packages de top PKG. j'ai pas. Alors, je vais te dire. Attends, voilà, c'est super instable aujourd'hui. Attends, une dernière tentative de. Euh, attends, partage. Et après, je vais recharger ma connexion parce que je sais pas pourquoi j'ai un problème de connexion. C'est pas top aujourd'hui. J'ai un problème de connexion. Oui, alors excuse-moi Martin, alors vous avez quoi? Je répète la question Martin, s'il te plaît. Dans le package qu'il y a sur eCampus, on a tout d'abord le chariot porte-talent avec en dessous on a le roulement SKF pour chariot porte-talent. Et tous les deux c'est du top PKG. Donc ça veut dire que c'est sur TopSide qu'il faut les ouvrir. Mais le Ouais, plan que vous avez montré, c'est l'un des deux PDF qui y reste, c'est ça? ouais, c'est le non. Je pense que le PDF que j'ai montré ici, là, si vous l'avez pas, je vous l'enverrai. Le chariot porte-talent, il se peut que attendez. Celui-là, je l'avais de l'année dernière. Et celui-là, il est peut-être dans le package. C'est ce que je suis en train de voir c'est ce que je suis en train de voir sur un autre PC. Parce que moi, comment dire, j'ai pas Top Solid sur l'ordinateur que j'ai à l'écran. Là, je l'ai pas encore, je l'ai pas installé puisque je l'avais sur le PC que j'amène chez vous, que j'amenais en classe sur le portable et j'ai que droit qu'à une licence de Top Solid. Donc sur mon fixe, j'ai pas de Top Solid. Je sais pas, il faut que j'ouvre le package Top Solid, voir ce qu'il y a dedans. Il faut télécharger, voir ce qu'il y a dedans. Mais on le trouvera, c'est un souci, c'est juste, je vous mets ça, celui-là, là, ce document-là, je vous le mets dans un mail et en 10 minutes, c'est partagé, il n'y a pas de souci, ça. On s'occupera de ça, mais t'as raison, il faut savoir où est-ce que vous le trouvez. Il doit être dans le top, il est sûrement il doit être dans le package. Mais il faut que je l'ouvre pour voir, en tant que copie. Il faut que j'aille l'ouvrir et que j'aille voir ce qu'il y a dedans. Attendez, je vais regarder. Je suis en train d'ouvrir
Les paquets, chariot top solide. D'accord. Bon, alors, une fois qu'on a fait ça, alors je suis en train d'ouvrir. Et je vous dirai ça dans quelques secondes. Je suis en train d'importer sur Top Solid et puis j'essaierai de partager même l'écran si j'y arrive. Bon, alors, une fois qu'on a, bon, donc vous aurez à faire ça là. Vous aurez donc ce projet-là. On va lancer ce projet-là. Comment on va fonctionner? Alors donc on va se retrouver, je crois, il y a un planning qui a été édité. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah, super. Mon Top Solid, j'ai réinstallé mon ordinateur. Le Top Solid n'a pas l'air d'être très efficace. Ah, si, ça marche. Bon, comment dire? Donc, on va quand même. Donc, il faut faut qu'on voit les solutions constructives. Il faut qu'on voit les solutions constructives du cours de l'encastrement avant que vous sachiez mettre comment encastrer comment peut-être bloquer les roulements et bloquer et créer la liaison encastrement qui sera plutôt par là aussi, et comment créer la liaison encastrement ici au niveau au niveau du pignon, au niveau de la zone 1. Donc pour ça, bah, on va regarder dans le cours les encastrements et on va essayer de assez rapidement regarder ce qui s'y passe, ce qu'on y voit. D'accord. Et Top Solid, il est capricieux sur mon. J'ai réinstallé et il est capricieux. Je sais pas si j'arrive à l'ouvrir moi. Je suis désolé. Bon, je vois. Ça a planté à l'install de Top Solid, à l'ouverture du document. On verra. Donc, liaison encastrement arbre moyeu. Donc, on va voir ça. L'objectif, c'est de transmettre la puissance entre un arbre et un moyeu. Ce système permet de lier en rotation un arbre avec un moyeu ou un logement, exemple une poulie, une roue ou une roue dentée, et par là transmettre des efforts et du couple. Donc il y a plusieurs catégories qui sont par obstacle. Hein. Donc soit un obstacle, on aura la goupille, on aura la clavette ou on aura la cannelure. Dans notre cours, on aura au moins ça. Ensuite, par adhérence, on aura l'assemblage biconique ou le fretage. Alors biconique, on mettra ça de parenthèse, c'est un peu bon, on verra, on aura des exemples et je sais pas si on aura des exemples et voilà. Et puis enfin, il y a l'important qu'on utilise souvent, c'est la vis. À noter que la grande majorité des solutions sont démontables, d'autres ne sont pas. Donc, en non démontable, on aura aussi le soudage, le collage. Certains types de collage sont non démontables. Enfin, il y a une pléthore de voilà. On pourra souder. Et le fretage, selon certains ajustements, ce sera peut-être pas considéré comme démontable, puisque le démontage risque de détruire une des deux pièces. En général, on se débrouille pour que ce soit la pièce qu'on va devoir remplacer. Donc le démontage ne pourra pas forcément se faire dans de bonnes conditions. À noter également que certaines de ces solutions permettent, en plus de l'arrêt en rotation, un arrêt en translation. Dans le cas où la solution étudiée ne permet pas l'arrêt en translation, il faudra en adjoindre une. Il faudra rajouter on aura non seulement un arrêt en rotation, mais il faudra rajouter un arrêt en rotation. Donc je dis quoi? Il faudra arrêter. On aura un arrêt en rotation, il faudra donc ajouter un arrêt en translation en plus.
L'ensemble de ces solutions sont viables que si elles sont correctement dimensionnées, garantissant ainsi la durée de vie de la solution. Évidemment, si vous mettez une pièce trop petite, ça ne fonctionne pas. Alors, les goupilles, bah, attends, liaison par goupille. Alors, il y a plusieurs types de goupilles. Il y a la goupille cylindrique, fendue et élastique. Alors, alors, voilà les trois types de goupilles. Donc, alors, cylindrique, elle a plutôt l'air conique. Alors, la fondue, comment elle fonctionne? Déjà, la goupille fondue, c'est la plus simple. C'est la plus simple à expliquer. On va prendre un cercle un peu plus grand. Donc, par exemple, pour une goupille, si on veut faire ça, on met ça dans un diamètre 6, par exemple, ou 8, et ben votre goupille, votre goupille libre, elle fera 6,1, 6,2. Et quand on la mettra dans le perçage, dans l'alésage, eh ben, ça va se resserrer un petit peu ici, et elle aura envie de s'écarter, comme s'il y avait un ressort ici entre les deux. Et donc, elle va se tenir toute seule, elle va s'auto-bloquer, et donc elle va rester stable dans son logement. Donc ça, c'est la goupille élastique. Et en fait, les goupilles élastiques, en général, sont faites en métal, dans un métal qu'on a en trait dit à des métals des ressorts. C'est un matériau très très dur et très élastique. Ensuite, on a la goupille fendue, là. Il y a une fente ici, là. D'accord? Alors, la goupille fendue, elle a été fabriquée d'une certaine façon. Donc, tiens, je vais utiliser un outil. Elle est à peu près circulaire, à peu près ronde. Voilà. Bon, c'est un peu épais, ça. Voilà. Mais on est venu avec un outil pointu, on est venu lui donner une déformation, lui faire une entaille. On est venu lui faire une entaille, par exemple, comme ça ici, là, avec un outil. Ah, bah, attendez. On est venu lui faire une entaille avec un outil triangulaire, on va dire pointu, là, comme ça. Et ça a formé ça a fait une fente là, hop, comme ça. Le problème, c'est que la matière qui a été enlevée du milieu, elle a fait un bourrelet ici, un petit bourrelet de chaque côté, comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris le principe. C'est qu'en fait, au final, au lieu d'avoir une surface lisse, on aura une surface qui sera comme ça, un bourrelet, la fente, et un autre bourrelet, etc. Ce qui veut dire que l'arbre, ici, là, l'arbre qui devrait être par là, eh ben, on a une petite surépaisseur, ce qui fait que quand on va mettre dans l'alésage, cette petite surépaisseur qui est là, bah, ça va bloquer, ça va venir se déformer et ça va venir adhérer à la surface de l'alésage, ce qui fait que la goupille va bien être coincée. Et la dernière qui est dite cylindrique, la goupille cylindrique, si vous voyez bien sur le schéma, le diamètre ici semble nettement supérieur au diamètre là. En fait, elle est légèrement conique. Et quand on va insérer, on va venir ici donner un coup de maillet et elle va se bloquer. Elle va se bloquer. Donc, sur ces trois éléments, sur ces trois éléments, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, il y a plusieurs types de goupilles, donc élastique, je vous ai parlé des trois composants qui étaient là. Il est indiqué que l'élastique est la moins coûteuse puisqu'il y a l'usinage est plus simple. Je pense que le fait que ce soit élastique, les précisions d'usinage, elles sont moins précis, comment dire, moins rigoureuses. Donc on peut avoir un usinage avec plus d'effets puisqu'on a de l'élasticité de la goupille qui va nous permettre de compenser les erreurs d'usinage. Alors, elle convient aux assemblages simples et économiques soumis à des couples modérés voire faibles. Elle permet un arrêt en rotation et en translation. Donc, une fois qu'on a mis la goupille entre la poulie ici et l'arbre, comment dire, il n'y a plus de l'arbre et la poulie et l'arbre sont encastrés.
ici, vous voyez, ici, là, on veut voir deux différents montages, deux différentes options possibles. Alors, celle-là, la 2, elle est facile. La 1, c'est plus rare. C'est vraiment plus rare et vraiment très atypique. Hein. C'est très rare de trouver un truc comme ça. Inconvénient, ça fragilise l'arbre, puisqu'on est obligé de percer l'arbre de part en part. Il va être fragilisé puisqu'il a un perçage. Et c'est pas qu'il y ait forcément le perçage, c'est qu'en fait, ce qui fragilise une pièce, c'est les irrégularités, les changements brusques, donc il les arrête. D'accord? Donc, en fait, le fait de faire un perçage sur un arbre, ça va, ici, là, comme ça va créer une arête ici, et ça peut provoquer quand on va transmettre un couple sur l'arbre, et ben, les fissures ça cassera ici, hein. Ça cassera ici par là. L'arbre, il se cassera à cette zone-là. S'il y a une faiblesse, ce sera à cet endroit-là qui sera fragilisé. Liaison démontable, déjà. Ok. Il suffit de démonter la goupille. Alors, on va pas faire les calculs, c'est trop, vous voyez, la type de calcul, c'est un peu compliqué. Mais avec les goupilles, la contrainte tangentielle de cisaillement est en général prépondérante. Donc là, est-ce que vous avez fait de la RDM avant? Est-ce qu'il y en a qui veut me dire, est-ce que vous avez fait de la RDM cette année? Pas Oui. encore. Oui, donc voilà. Donc au moins vous comprenez ce que c'est une contrainte tangentielle de cisaillement. Oui. D'accord. D'accord. Donc à cet endroit-là, la goupille, elle va, la goupille, elle va un peu faire comme ça, si j'exagère un petit peu. Vous voyez. Donc il y a une partie de la goupille, si on regarde depuis un autre côté, il y avait des efforts ici et des efforts là. Donc ici, à cet endroit-là, il y aura du cisaillement. Donc il y aura une contrainte de cisaillement. Et voilà. Donc néanmoins, si le matériau de la goupille est beaucoup plus dur et résistant que le matériau de l'arbre ou de l'alésage, le calcul de la pression de matage sera indispensable. C'est le cas, par exemple, lorsque sont mis en contact une goupille XC100, c'est d'un acier assez costaud, je crois, et un arbre en AU4G. Alors l'AU4G, c'est un aluminium avec du cuivre, il me semble, de mémoire. Donc là, c'est un aluminium, un arbre en aluminium et une goupille en acier. Donc, il faudra faire le calcul. Là, on n'a pas le temps, on va pas faire le calcul. De toute façon, en général, voilà, si on reste dans des dimensions correctes, ça passe. Et de toute façon, voilà, on n'a pas prévu avec Monsieur Aloui de faire les calculs de faire les calculs maintenant. Donc voilà. Donc ça c'est pour la goupille parce que le temps file. Donc on a des dimensions de goupilles ici là, des goupilles fendues, les goupilles élastiques, pardon. On a les goupilles élastiques. On voit bien il faut surtout, voilà, donc les fabricants, on vous donnera ici une tolérance, d'accord. Ce n'est pas un ajustement, ça, on est d'accord, hein, tout d'accord ici. Quand on n'a qu'un H12, c'est pas un ajustement, c'est une tolérance d'usinage. Donc ici, vous avez juste la tolérance ici, ce serait pour l'arbre apparemment, pour l'arbre. Et donc, on fait un H12. Et vous voyez, la qualité 12, ça nous laisse assez de liberté, ça nous laisse assez de marge pour la fabrication, pour l'usinage. Voilà. Donc, vous avez l'extrait de norme. Voilà. Donc, sur la goupille, voilà. Alors après, la goupille de positionnement, il y a une troisième goupille qu'on n'a pas, la goupille peut être utilisée pour une troisième chose, mis à part une liaison encastrement, on a trois types de goupilles.
mais on peut utiliser des goupilles pour autre chose, qui est juste un outil de positionnement. C'est-à-dire que, en fait, elle ne sert qu'à mettre en place. Alors là, c'est une goupille de positionnement. Ce qui est étonnant, c'est, alors on va l'encastrer dans un des côtés. Donc ici, là, par exemple. Et en plus, on en a vu des goupilles de positionnement avec le TP, avec le moteur ACMA. Vous savez, le moteur tout en aluminium, le moteur hydraulique que vous avez vu euh, dans la série TP avec le moteur ACMA, la pompe HDI et je ne me souviens plus de quel dernier. Je crois que c'est le moteur, le micro-compresseur, le petit compresseur, il me semble. Je suis pas sûr. Je sais plus. Je me souviens pas de la troisième truc. Mais on avait le corps quand il fallait remonter le corps de la pompe, enfin la grosse partie de la pompe sur la flasque. Non, du moteur, pardon, du moteur. Et bah il me semble que sur l'une des pièces, c'était une pièce à peu près comme ça, rectangulaire, et dessus il y avait deux petits ergots. On avait étudié les encastrements, les arrêts en rotation, etc. Et ben ici il y avait deux petites goupilles qui dépassaient, deux petits plots. Ce sont des plots de positionnement. On peut utiliser des petites goupilles de positionnement. D'accord. Elles seront donc avec un F6 d'un côté. Donc elles seront encastrées dans un H7. Si on fait un perçage H7, elles seront encastrées par assemblage au maillet avec un petit léger maillet, avec un léger marteau. Et à côté, par contre, ici, ce sera glissant. Ici, ce sera H7, plutôt H7 G6 pour pouvoir le monter, voire même en dessous ce sera peut-être une lettre plus petite que entre A et G. Ça pourrait être un F6, avoir plus de jeu, de manière à pouvoir la monter, d'assembler, désassembler et avoir un tout petit peu de jeu pour que notre liaison encastrement soit pour comment dire, pour compenser l'hyperstatisme de notre liaison encastrement. Voilà. Donc les clavettes. Il existe plusieurs formes de clavettes. Les formes A, B ou C. D'accord. Alors A, B ou C, en fait, les formes A, B ou C, ce sont la forme de la clavette. Donc, attendez, je vais voir si elles sont en dessous le top. Voilà. La forme A, la forme B ou la forme C. D'accord. Donc la forme A, elle est comment dire, arrondie de chaque côté. La forme B, c'est un parallélépipède parfait. Enfin, c'est un prisme. Et la forme C n'est arrondie à une forme arrondie d'un côté et pas de l'autre. Alors, la forme A, mis à part le fait qu'ici, il y a des chanfreins qu'on ne trouve pas toujours sur les clavettes. Enfin, personnellement, j'en ai des clavettes sans chanfrein. J'en ai vu plus souvent que des clavettes avec chanfrein. La forme B, l'intérêt qu'elle peut avoir, c'est que la forme B, on peut acheter en cas de petite série de la clavette au mètre. C'est-à-dire qu'on achète une tige de 1 mètre, comme une tige filetée, et on peut la couper à la longueur qu'on veut quand on veut produire des petites séries. Voilà. Et la forme A, par contre, il faudra fabriquer pour la forme A, il faudra donc faire un usinage particulier dans l'arbre. Il faudra pour chaque forme des usinages différents au sein de l'arbre. D'accord. Donc, la forme A, B ou C, les clavettes parallèles. Donc, il y a aussi les clavettes, comment dire, fixées avec des vis. Alors ça, j'en ai quasiment jamais vu personnellement. Bon, je ne suis pas non plus, je ne connais pas tout, mais cette forme-là, fixée avec des vis, c'est très très rare. Hein. Et ça demande beaucoup d'argent. Parce qu'en plus de faire la rainure, il va falloir faire des filettages dans l'arbre ici et là. Donc c'est pas très économiquement en parlant, c'est pas formidable quoi. Je vais tester ça. Ok. Donc j'ai testé le stylo parce que en fait, voilà, excusez-moi. Donc si on veut créer ici un défiletage, ça va coûter plus cher. Il y a plus et ça n'apporte pas toujours un grand intérêt. L'intérêt qu'il peut y avoir de visser la clavette, c'est quand on démonte et on remonte très très souvent, la clavette elle reste en place. Mais sinon. Alors, cas d'utilisation. Simple, économique, elles sont souvent utilisées.
Voilà, c'est un élément assez standard. Le couple transmissible est bien que plus élevé qu'avec une goupille, elle reste limitée. Au couple élevé, on préférera les cannelures. Mais on peut déjà faire des transmissions de puissance assez importants avec une clavette, hein. Ne convient pas pour les assemblages précis soumis à un mouvement circulaire ou à des chocs. En fait, la clavette, quand on fait un assemblage de clavette, on va avoir un léger jeu ici, là. On va avoir du jeu latéral de chaque côté comme ça. On aura du jeu, ce qui fait que si on a si on a des arbres qui font droite-gauche, et ben on aura des chocs à chaque fois, à chaque changement de sens. On risque d'avoir des chocs à chaque changement de sens. Donc c'est pas parfait, quoi. Ça risque de faire ça risque d'être abîmé plus rapidement. Voilà. Elles peuvent être utilisées comme organe de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, si on met une clavette, on met une clavette. Si la clavette, si on a trop de couple, la clavette cassera. Et comme ça évite de casser la poulie ou d'abîmer l'arbre. Donc c'est la clavette qui va casser, sachant que c'est une pièce standard. Ça coûte pas trop cher de pouvoir de la remplacer s'il y a un blocage dans une des pièces, et ça coûte moins cher que de remplacer un pignon ou, ou de remplacer un arbre usiné. D'accord. C'est des liaisons démontables. Voilà. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de la clavette disque. La clavette disque, c'est une clavette qui est, où on appelle ça aussi demi-lune. C'est une clavette qui a cette forme-là. Alors, j'essaie de la faire en 3D. Elle est comme ça. Voilà. Est-ce que, vous voyez? Donc, en fait, sur un arbre. Alors, ça sert sur les clavettes disques servent surtout sur les arbres coniques. Et elles servent, toutes celles que moi j'ai vues personnellement, elles servent surtout. Alors, où est-ce que c'est écrit? À du positionnement. C'est pas écrit d'ailleurs. Elle sert à du positionnement, c'est-à-dire quand, alors sur sur un arbre conique qui sera plutôt comme ça, on fait un usinage qui sera arrondi comme ça, et on mettra une clavette dedans, si j'arrive à, on mettra une clavette disque comme ça. Alors l'avantage c'est elle peut être, le haut, la partie droite plane n'est pas obligée d'être parallèle à l'arbre. Excusez-moi, c'est pas évident. Voilà. Donc elle peut avoir une certaine possibilité de rotation droite-gauche, d'accord. Mais elles sont en général moi toutes celles que j'ai vues, elles sont petites, hein, très petites. C'est pas elles qui transmettent la force, c'est plutôt quand maintenant mange conique, c'est l'adhérence entre les deux cônes qui va transmettre la puissance, et pas la clavette. La clavette, elle va se détruire, elle se détruit, elle se casserait si on n'avait pas l'assemblage conique. Elles sont juste là pour positionner deux pièces l'une par rapport à l'autre. Donc ce sont des liaisons démontables. Les rainures affaiblissent les arbres et engendrent des contraintes, des concentrations de contraintes. C'est la même chose que la notion de tout à l'heure sur le perçage de. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le perçage de l'arbre. Dès qu'on a si vous l'avez peut-être déjà vu en RDM, si on a une arête vive ou un changement de diamètre, etc., ça crée des concentrations de contraintes. C'est pour ça qu'on mettra des chanfreins, des arrondis, surtout les arrondis, ou des congés dans les pièces pour réduire ces concentrations de contraintes, pour changer des angles vifs par des angles de casser des angles vifs par des arrondis, par des transitions arrondies. Alors, clavette parallèle pour des clavetages courts. Alors, la longueur est 1,5 fois plus petite que le diamètre, est 1,5 fois plus grande que le diamètre. Bon, on verra ça. C'est des choses. En temps normal, on aurait eu le temps, on aurait fait un TD. Là, ça va être compliqué. Clavette parallèle fixée par vis pour les clavetages quand la longueur de la clavette est comprise entre le diamètre et 2,5 fois le diamètre. On évite de dépasser 2,5 fois le diamètre.
Ah oui, parce je vous ai parlé du logement de la clavette dans l'arbre qui changeait, et puis aussi il faut créer le problème de la clavette, c'est vrai ici, il faut faire un brochage du moyeu, c'est-à-dire qu'il faut faire pour faire une rainure dans le moyeu, c'est pas facile non plus. Utiliser également s'il y a pendant la rotation un déplacement axial relatif du moyeu par rapport à l'arbre. Ah oui, ça c'est quand même pas très souvent, mais bon. Si vous avez une boîte de vitesse à plusieurs rapports, vous pouvez avoir, même en industriel, hein, je ne parle pas d'une boîte de vitesse de voiture, une boîte de vitesse industrielle. Bah, sur les machines-outils, vous avez déjà changé les vitesses sur vos machines-outils en cas d'usinage. Hein. Et bah, dans ces cas-là, vous devez arrêter la machine, vous devez changer la vitesse que à l'arrêt. Et dans ces cas-là, ça veut dire quand vous manipulez sur les machines-outils à commande manuelle, est-ce que vous avez fait de l'usinage à commande manuelle là? Il y en a un qui me répond? Sur les vieilles machines où il faut quasiment tout piloter à la main. Ouais, on a déjà fait. Alors, vous avez déjà fait, donc vous avez déjà modifié les rapports de vitesse avec des gros leviers. Ouais. Il faut parfois un peu forcer ou titiller les leviers, tourner un peu la tête pour faire bouger les pignons. Et donc, ce sont des pignons qui peuvent qui peuvent se coulisser sur des arbres. Est-ce que par hasard, je vais voir si je vois quelque chose qui ressemblera à ça. Voilà. Bah voilà. Alors, je sais pas si on a bien l'image. On va voir si on va trouver une image. Ça arrive. Je sais pas si on va voir la boîte de vitesse, l'image. Est-ce que je l'aurai? Là, on voit bien. Est-ce que vous arrivez à voir l'image là? Regardez, il y a une clavette qui est très longue là ici. Voilà, vous voyez la clavette là ici? Est-ce que vous voyez ma souris? Là, il y a une clavette. Donc la clavette, ça permet de déplacer l'ensemble, de pouvoir coulisser ce pignon-là. Il peut s'engrainer, la grande roue qui est devant nous peut s'engrainer avec celui-là, ou se déplacer vers la droite apparemment. D'accord? Et donc ce pignon-là peut s'engrainer a priori, on dirait que ça peut déplacer, coulisser, mais je ne sais pas, je connais pas. Mais enfin là, on a une très grande, il semblerait qu'on ait une très grande clavette. Je sais pas encore exactement qui peut s'engrainer avec quoi, mais on a une grande clavette. Voilà, ça peut à quoi peut servir une grande clavette vissée sur l'arbre en fait. Voilà. Clavette disque utilisée pour les arbres de petit diamètre, transmettant de faibles couples, arbre assez fortement affaibli par le logement de la clavette. Ah oui, bon, ça dépend. Ça, c'est à voir. La clavette alors important, la clavette ne supprime pas l'arrêt en translation suivant l'axe. Prévoir un arrêt en translation au besoin, en plus s'il y a besoin. Donc, en fonction de la forme de la clavette, il va falloir usiner l'arbre de manière différente. Je ne sais pas si vous avez fait ça avec Monsieur Leroy. Je crois que c'est Monsieur Leroy qui fait l'usinage avec vous. Si on a une forme A, si on a une forme A, il va donc falloir faire cette forme-là dans l'arbre, vu du dessus. Il va falloir faire cette forme-là sur l'arbre. Et si on a une forme B, bah, il faudra on va pas faire une forme, on peut pas faire une forme prismatique. En fait, il va falloir faire une rainure qui aura, vu du dessus, plus ou moins cette forme-là. Mais la clavette ne rentrera pas exactement dans la clavette, elle s'arrêtera là. Comme ça, parce que la forme, je sais pas, je vais décrire la forme la forme de cette rainure-là, si on prend l'arbre, une portion d'arbre, comme ça, et ben on va la rainure aura cette forme-là. D'accord? Et la clavette elle sera là par contre.
Voilà. Et on mettra la clavette là. Et donc, alors, si l'arbre est, ici, il se finit. Si l'arbre est court ici, à gauche, l'usinage, on poussera jusqu'au bout. Donc, il n'y aura pas ces zones-là. Mais de l'autre côté, il faut prévoir un arrondi comme ça. Pourquoi un arrondi? C'est la forme de l'outil. La forme de la, on va venir usiner ça avec une fraise, une fraise qui aura cette forme-là et qui tournera avec les dents comme ça. Hop, et qui tournera comme ça ou dans un sens et qui va venir descendre et se déplacer. Donc elle va venir descendre. Donc là, le rayon qui est là, c'est le rayon de la fraise. D'accord. Et là, la largeur de la fraise, vue du dessus, elle aura exactement la largeur de la rainure. Donc on aura des dents, ce sera une fraise 3 tailles, puisqu'elle taille en bas et elle taille au fond de la gorge et de chaque côté de la gorge. Alors voilà. Donc elle va venir tourner et elle va venir descendre et après se déplacer. Alors si l'arbre se termine là, elle va sortir entièrement. Et si l'arbre ne se termine pas, elle va remonter. Si l'arbre, si c'est une clavette au milieu d'un grand arbre, elle va remonter. D'accord? Donc il faut prévoir surtout si vous mettez une forme B, prévoir une rainure qui soit usinable. Alors tout ça, c'est valable aujourd'hui. Ça c'est valable aujourd'hui. Comment dire? Parce que encore aujourd'hui, parce que les pièces sont usinées avec des méthodes classiques, mais si on se positionne dans que vous avez une vingtaine d'années et que dans 10 ans ou 15 ans, les choses changeront puisque maintenant avec les imprimantes 3D, on peut fabriquer des pièces totalement sur mesure avec des formes totalement différentes et donc ce que je vous dis aujourd'hui, ce ne sera peut-être plus vrai dans 10-15 ans si si les arbres sont fabriqués en usinage, enfin par méthode additive avec une imprimante 3D. Si dans ces cas-là, on peut pas, on pourra fabriquer des rainures, des contenus, des trous qu'on appelle des trous à section carrée. Voilà. Donc ce sera, voilà. Ok. Alors pour le clavetage, les conditions de non-matage est prépondérante par rapport au cisaillement sur un arbre en rotation en sens horaire ici sur lesquels on applique un couple C. Donc une pression de contact moyeu arbre s'applique sur la demi-face supérieure de la clavette, colorée en rose ici là. Donc sur cette surface-là, la surface du haut là, ça c'est la surface sur laquelle on va. Il ne faut pas que la surface soit matée. Donc colorée en rose ci-dessous. Donc la hauteur c'est B. La hauteur c'est B divisé par 2, c'est pas tout à fait ça, mais on peut prendre ça comme approximation, puisque il y a des règles de montage de clavettes. Je les ai pas sous la main là. Pour le montage de la clavette, il y a des règles. Hein. Alors le problème c'est de retrouver le montage. La clavette, il faut que je retrouve. Il est pas dynamique ce livre. Faut que je trouve la liste. Je suis désolé, cette version de PDF n'est pas dynamique. Et la clavette, vous verrez, là, c'est pas tout à fait. La clavette est un peu plus enfoncée dans l'arbre que dans l'alésage. Donc, au cas du, c'est pas pour ce que je vais vous montrer, c'est pas pour le calcul de RDM, ça changera pas grand chose si vous êtes à 55% ou 45%, c'est pas très grave. Attendez. « 246.
Ah, voilà. Ah, voilà. Vous avez un tableau ici qui vous donne la hauteur là, ici, là, qui est donnée là. La profondeur de la rainure que vous devez donner, elle est donnée par J, et la profondeur de la rainure sur l'arbre, sur la lézard, elle est donnée par K. D'accord? Donc, vous avez qu'à voir. Si on a une clavette qui fait une épaisseur de B, ici par exemple pour un arbre de diamètre 20, une clavette de 6, vous avez qu'à voir que J, la rainure fera 3,5 d'épaisseur de 3,5, et au-dessus il y aura 2,8, ce qui laissera déjà un jeu en vertical. Mais c'est-à-dire qu'en fait, votre clavette qui fait 6 mm, elle sera enfoncée de 3,5 mm dans l'arbre, et elle ne dépassera plus que de 2,5 mm dans l'alésage. Donc, si on retombe sur ce qu'on vient de dire ici, sur ce qui a été écrit ici, voilà, il manquait le tableau, hein, on les retrouve les lettres J et K sur ce schéma-là, c'est les mêmes. Hein. Et ben, H égale B divisé par 2. Alors, B, c'est bien la hauteur. Bah, pas tout à fait. Mais bon, la première approximation, ça marche. Donc, on a les formules, on va pas passer, on n'a pas d'autre temps. On va pas le faire, on n'a pas exercice d'application. Donc voilà. Donc sachez qu'il faut faire attention aux pressions admissibles au niveau de cette surface-là. D'accord? Voilà. Donc il y a une formule, il faut la respecter, la calculer. Bah voilà, c'était ça. Il était là. Le tableau que je vous ai montré, il est là. Il aurait dû être, je l'aurais mis juste au-dessus. Donc voilà. Pour le montage de la clavette, vous avez aussi ici les tolérances intéressantes pour les différents logements. Voilà. Pour A, et c'est malheureusement bien, pour A, c'est la largeur là. A qui est là. Pour la largeur sur l'arbre, pour la largeur sur l'arbre, sur l'alésage, vous avez des tolérances qui sont données par le. Bon, bah là, c'est sorti d'un guide de dessinateur industriel, mais sinon, c'est donné, c'est donné par le constructeur. Et en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez du libre, du normal ou du serré, bah, si vous voulez que votre clavette soit serrée, un peu serrée sur l'arbre, alors vous prendrez un P9. Sinon, vous prenez sur l'arbre, oui, P9. Et là, c'est les tolérances pour Ici, c'est les tolérances qui sont données pour les différentes cotes J et K. Je vous avais montré ici, là, sur le dessin, J et K. Vous avez ici J, si on prend un diamètre 20, J ce sera 26,5, mais il y a une tolérance qui est associée. Alors, elle est où la tolérance? Ici, c'est là. Bon, alors là, vous voyez, c'est une autre version. Donc, on aura entre 0 et 0,2 sur cette version-là. Donc, ce sera, on avait dit 26,5. Donc, J doit être compris entre 26 et 26,3, si je ne me trompe pas, si je ne fais pas d'erreur de calcul de tête. Donc voilà, tout est donné dans le guide. Alors là, il est plus complet, quoique c'est pareil. Et non, il a rajouté la série mince. Donc on était bien entre 0 et moins 0,2. Voilà. Donc pour le positionnement des codes, pour les cotations, vous avez tout ce qu'il faut dans les guides pour attention à bien respecter ces règles-là. Alors, remarque, si la longueur de la clavette est 0,6 fois plus petite que 0,6 fois D, envisager des solutions moins coûteuses, remettre en cause le diamètre, parce que si c'est trop petit peut-être. Et si la longueur de la clavette est 1,5 fois 75 fois le diamètre, il faudra fixer la clavette. Alors, pour les clavettes A, forme A, il y a des longueurs normalisées. Par contre, je vous ai dit, il y a plein de fabricants qui vendent de la clavette à la longueur. Donc, les formes B prismatiques, vous pouvez l'acheter, puis la tronçonner à la disqueuse. Et vous obtenez la disqueuse, enfin, avec un outil de découpe. Et vous pouvez obtenir des clavettes comme ici, à la longueur que vous voulez.
Après, il existe peut-être des formes A de différentes longueurs. Ça, je n'ai jamais essayé. D'accord? Donc, dans le cas d'une liaison glissière, ouais, bah, c'est un peu plus, ça, c'est, on en sort un peu de notre cas de cas d'école. Si le diamètre est plus petit que 17 mm, la clavette sera collée dans l'arbre. Et si le diamètre sera plus grand que 17, la clavette sera fixée par vis dans l'arbre. C'est-à-dire si on a un diamètre d'arbre assez important, on pourra fixer avec des vis. Donc ça, c'est quand on va faire le cas que je vous ai montré, si on va faire coulisser les pignons, par exemple, ou si on va faire coulisser l'arbre l'alésage sur l'arbre. Ou peut-être l'arbre dans l'alésage, je sais pas, tout est relatif. Voilà. Alors, bon, ça c'était les clavettes. Alors les clavettes, c'était des éléments standardisés, pas très chers, assez simples à mettre en place. Maintenant, on va voir un système un cran plus évolué, c'est-à-dire la cannelure. Vous avez qu'à voir déjà devant vous une cannelure. Sur un même arbre, on a fait exprès de mettre plusieurs types de cannelures différentes. D'accord? Vous avez une grande quantité de cannelures. Vous avez les cannelures de petites commandes, des cannelures rectilignes, des cannelures à flanc parallèle et des cannelures en développement de cercle. Alors, développement de cercle, je crois qu'on avait fait les engrenages ensemble avant qu'on se quitte. Oui, on a fait les engrenages sur le modèle quand on a fait les TP avec le TP d'engrenage là, que vous avez les roues de friction et les engrenages. Vous deviez. D'ailleurs, j'ai mis les notes la semaine dernière sur Skodoc si vous avez accès. Donc la développement de cercle, c'est qu'en fait, ici, ce sont des formes de. Ça a la forme d'une dent d'engrenage. Voilà, c'est ça, pour ça qu'on dit en développement de cercle. Alors, c'est assez cher à fabriquer par rapport aux clavettes, puisque il faut des machines très spécifiques pour les fabriquer. Alors, la cannelure de petite commande. Alors qu'est-ce qu'il dit? Pour transmettre des couples importants, je l'explique après, je vous montrerai différentes images de différentes cannelures. Pour mettre des couples importants, on peut mettre 2 clavettes opposées. Si cette solution est insuffisante, on utilise des cannelures, véritables clavettes taillées dans l'arbre, et ça donne des liaisons démontables. À flanc parallèle, donc ça c'est celle qui est au milieu un peu rouge, la plus ancienne, les moins coûteuses, ne conviennent pas pour les grandes fréquences de rotation. À flanc en développement de cercle, les plus résistantes, moins bruyantes, plus coûteuses, denture rectifiée à denture rectiligne ou à dentelure. Alors ça c'est la dentelure et ça c'est la dentelure rectiligne. Alors à flanc parallèle, il y en a pour ceux qui font du vélo, il y a des arbres on peut en trouver sur les arbres de pédalier. Ça marche. Les arbres de pédalier. Alors, pédalier VTT, excusez-moi, je vais prendre VTT, ça ira plus simple, plus sûr de trouver sur les bonnes images. Alors, on a les bouts carrés. On a les bouts carrés comme on peut voir là ici. Voilà. Les bouts carrés, c'est pas tout à fait ce que je cherchais, mais derrière, il y a les alors arbres, je sais plus, il faut que j'en trouve, avec des cannelures. Voilà. Ça s'apparente à des cannelures un peu, bon, c'est un peu spécifique puisque de toute façon, ce sont des produits. Vous voyez la cannelure ici, là? Ce sont des produits très très spécifiques, donc ils redéfinissent, chaque marque redéfinit ses formes, cette forme, mais on pourrait apparenter ça à des cannelures à flanc, je vous ai dit, à flanc parallèle. Les dentelures rectilignes ou les petites dentelures de petites commandes, on peut trouver ça sur les motos. Arbre de sortie de boîte, si on peut voir
arbre de commande de boîte. Alors, vitesse. Alors, voilà. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Alors, on va trouver... Ah, voilà. Ça, c'est plutôt un ordre de sortie de boîte. On va mettre le pignon. Donc, le pignon de transmission. Et dans ces cas-là, est-ce que ça va bien vouloir me montrer l'image en image? On voit bien. Ça ressemble à du flanc parallèle, à la cannelure. Alors, levier de vitesse. Ce que je voulais, c'était plutôt... commande, arbre sorti, commande de boîte. La boîte de vitesse, quand elle se commande, il y a un petit levier pour ceux qui ont des motos. Voilà. Ici, là, on voit pas bien la photo. Ici, à cet endroit-là, on a un petit levier qui, en général, c'est de la petite cannelure. Mais là, en fait, on ne nous montre pas sur cette photo-là. J'essaie de vous montrer une petite image. Sinon, c'est arbre de kick. On peut trouver sur arbre de kick scooter. Alors, j'ai une Nicosia, c'est pas top. Alors, l'arbre de kick scooter, voilà, c'est typiquement ce qui est un arbre. Et par contre, ils sont tous démontés. Vous voyez, on voit l'image là. Vous voyez les petites dentelures. Ici, ce sont des cannelures assez de pas très bonne qualité, enfin très peu résistantes par rapport à ce qu'on vous a montré, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, par rapport à ces arbres, les gros arbres qu'on a vu ici là, par exemple. Là, on a une belle cannelure à denture à développement de cercle ici. D'accord. Et ici, on a une petite dentelure. Est-ce qu'on va avoir la pièce? Non, bah non, ça c'est sur eBay. C'est pas ça que je voulais. Voilà. Donc voilà, là c'est de la petite dentelure. D'accord, c'est ce qu'on trouvera. Donc ça peut être fabriqué avec des machines-outils par roulage. Ici, ça passe entre deux pièces très très grosses, deux très grosses pièces et on peut déformer la pièce. Alors que sur un arbre de ce genre-là, ici là, il faut usiner, c'est de l'usinage. Hein. On peut pas, c'est pas avec en déformant la pièce. Donc ici, on a un arbre primaire de moto. Vous vous souvenez, ceux qui se souviennent de comment dire, peut-être de la boîte de vitesse à l'IUT. Ici, on voit bien que les pignons sont des dentures droites, alors qu'à l'IUT, c'était des dentures hélicoïdales, des dentures, des engrenages cylindriques à denture hélicoïdale, mais aussi comment dire, ce pignon-là, ces deux pignons-là peuvent se déplacer tous les deux ensemble. Et ils vont se synchroniser quand ils vont avec les plots qui sont là. Les plots qui sont là, vous voyez ce que vous voyez bien, ce que je raconte. Les plots qui sont sur le pignon, sur l'ensemble des deux pignons ensemble qui peuvent bouger, vont se bloquer vont se bloquer. Donc les pignons se déplacent. Bon, c'était juste un aparté pour ah voilà. Hop, il y a un autre plan. Voilà. Voilà les dents, toutes les dents là, les dents des boîtes de vitesse. Alors après, je ne sais. Ah oui, parce que là, il y a le pignon 22 dents et 24 dents peut se déplacer de droite à gauche. Et ce qui fait qu'ils vont se mettre en face de leurs pignons respectifs, qui vont tomber ici, là, qui vont tomber juste à gauche, à droite. Et peut-être que sur sur le deuxième, l'arbre, ça c'est l'arbre secondaire, on dirait, puisque ah non, je sais pas, on peut pas savoir. Sur l'autre arbre, eh ben, ce seront d'autres pignons qui bougeront.
Et ça, c'est la commande qui fera bouger un arbre ou l'autre en fonction que quand vous levez le levier, ça fera déplacer un lot de pignons ou un autre. Et c'est pour ça qu'on peut faire. C'est aussi pour ça qu'on peut passer les vitesses sans débrayer, puisque en fait l'écartement ici, si on a bonne synchronisation, on arrive à rentrer dedans sans débrayer. Bon, passons. On est sur les cannelures. Donc on était sur les petites cannelures ici dans le rectiligne. C'était ce qu'on a vu sur le levier de kick de scooter. Donc, inconvénient, usinage, des rainures, c'est coûteux par rapport à une clavette. Il faut des machines très spéciales. Alors là, autant une clavette, ça peut se faire, autant une rainure de clavette, ça peut se faire en commande manuelle, et une rainure j'ai vu faire des gens des rainures dans dans les alaisages, ça peut se bricoler dans un atelier à peu près bien équipé. Autant de la clavette, c'est carrément là, il faut un spécialiste. C'est comme l'engrenage, ça commence. Les premières choses d'engrenage se font, mais les premiers engrenages ça se fait à l'usinage avec des usinages classiques, mais c'est très 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 difficile. Les cannelures ne suppriment pas la translation suivant l'axe. D'ailleurs, si on reprend en parlant de cannelure, si on reprend ce que je vous ai montré sur l'arbre primaire, ici il y a une cannelure ou une rainure, hein, qui fait que pour que les pignons 22 et 24 puissent être soient bloqués en rotation par rapport à l'arbre, il faudra quelque chose. Alors ici, on dirait qu'il y a deux clavettes, voilà. Mais on pourrait imaginer, ça coûterait plus cher de mettre des cannelures. Voilà. Donc, les cannelures à flanc parallèle, c'est des représentations. Vous voyez, il y a toujours un petit peu de jeu ici en haut. Il y a un peu de jeu, hein. On laisse un peu de jeu toujours à cet endroit-là. Dimensionnement. On va pas passer c'est très lourd. Ce sont des calculs qui, voilà. Donc, de même que pour les clavettes, les conditions de montage, la condition de non-matage est prépondérante. Voilà, on va pas. Donc, les formules sont là, donc on va pas s'arrêter dessus. Il faudra on a une chose, on a les critères, c'est toujours le même. C'est une pression superficielle admissible. Ici, il faudra calculer les surfaces qui interviennent, et cette pression doit être, les efforts exercés par notre liaison doivent être des efforts, les pressions superficielles doivent être inférieures aux pressions admissibles, globalement. Alors après, il y a différentes, il faut jongler en fonction des différentes surfaces. Donc, il y a les documents constructeurs qui vous donnent les différentes tailles des différents éléments. Ça, ça doit être sorti du Mémotech, parce que c'est une forme mise en page. Bon, en développant de cercles, bon, la surface portante, vous l'avez la formule, donc on obtient encore une histoire de surface là, d'accord. Le couple transmissible, ça va dépendre de la surface portante, etc., etc. D1 moins D2, c'est-à-dire que voilà, de toutes les formes, ça va donner des formules. Bon, bah, franchement, c'est à faire que si vous avez besoin de le faire. En général, vous verrez que je suis prêt à mettre ma main coupée avec un IUT ou avec une licence pro. Bon, vous le ferez, mais si vous avez vraiment besoin, vous téléphonez au mec qui vous vend les cannelures, vous lui donnez le couple, vous lui envoyez le couple à dimensionner, et si c'est pour une machine grande série, c'est lui qui vous donnera la longueur de cannelure, la forme de la cannelure, etc., qui vous conviendra parfaitement. Donc, vous avez encore des documentations constructeurs. Voilà. On va pas grand-chose à dire dessus. Ah, liaison par vis. Alors, la liaison par vis, il me semble que je vous avais déjà dit que la liaison par vis, une vis ne s'utilise que en traction et pas en cisaillement. Voilà. Et avant de faire la liaison par vis, je vais vous demander un petit service. Je fais une pause de 2 minutes, je vais boire un verre parce que
Ça fait 1h30 que je parle pratiquement sans arrêt et j'ai un peu la bouche sèche. Je vous laisse 1 minute. Faites une pause vous aussi si vous voulez. Je reviens dans 1 minute, 1 à 2 minutes. Excusez-moi, mais là, il faut que je fasse une petite pause. J'arrive. Hein, allô, vous êtes encore là? Ça va? Vous arrivez à suivre? Il y a pas trop, c'est pas trop saoulant? Oh, il y a quelqu'un? Vous êtes endormi? Alors, est-ce que vous êtes là, messieurs? Ou vous n'êtes pas là? Oui, Andrew. Willem, oui. Ça fait 2/12, ça. Mettez vos micros un petit peu, là. Racontez-moi un peu comment ça se passe, là. Allez, pas de connexion, je n'arrive pas à charger les docks. Ok, ça c'est Alexis, c'est ça? Oui. Vous avez pas de micro, les gars, là? Ou c'est juste que on suit? Théo, oui, je sais, t'as Théo, je sais que toi, Théo, tu arrives à... On suit Agog Romain. C'est pas trop compliqué, c'est pas trop saoulant, c'est pas trop... S'il y a des choses, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez... On suit. Ah, d'accord, c'est bien, copier-coller. Monsieur Leroux, vous avez votre micro. Dites-moi, ça va? C'est compréhensible ce que je raconte ou c'est un peu trop Oui, 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 rapide ou c'est trop... compréhensif, mais sauf que mon C'est micro, assez il clair. marche pas. Si, ton micro il marche très bien, je t'entends très Bah, je bien. sais pas, je vois le truc tourner en violet, là. Ah bah voilà. Ça marche? Très bien. Ah Moi, si, ça c'est me va, je juste... t'entends. Ok. Ça prend un peu de temps. Oui, Bon, c'est merci plutôt d'avoir... compréhensible, mais des fois, vous tombez dans les détails, et au bout d'un moment, on Oui, perd un peu le d'accord. fil. D'accord. Bon, j'essaie de... Ouais, des détails... ouais. J'essaie de pas... Moi, j'aime bien les détails technologiques. J'essaie de pas rentrer dans les détails mathématiques. Je tombe pas dessus, mais bon, ouais, j'essaie de... Ok, bon, allez, on finit parce que là, de toute façon, 2h36, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il nous reste encore 9 pages, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose de... Qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, la visserie, voilà, et les jeux, bon, conique contre conique, tout ça. Ouais, bon, ça va, on va faire vite. Allez, on va faire vite sur les vis. Je vais essayer de vous faire vite sur les vis, et puis on pourra discuter un petit peu du projet après, du projet de Palan. D'accord? Allez, on repart sur les vis. Et j'essaie de pas être trop lourdingue. Alors, je me semble, je sais pas si je vous l'avais déjà dit à vous ou à d'autres de vos camarades, enfin, une vis, par principe, ça ne s'utilise que en traction, en traction, globalement. Un système vis écrou, ça s'estime avec une traction.
Donc, quand on met une vis quand on va mettre une vis entre un arbre et un alésage et qu'on va pour empêcher et qu'on ne sert pas un peu à la mode d'une goupille, eh bien, c'est une fausse utilisation. On n'utilise pas une vis comme une goupille. Les matériaux sont pas les mêmes, et le filetage s'abîme. Donc, dans un assemblage, les éléments filetés vis-boulons doivent assurer le non-décollement ou le non-glissement des pièces, quelles que soient les sollicitations mécaniques extérieures. Non-décollement pour respecter la mise en position, réaliser l'étanchéité, ne pas déformer les pièces, éviter le matage des surfaces. Non-glissement pour transmettre des actions mécaniques par adhérence, ne pas solliciter les éléments filetés au cisaillement. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, les éléments filetés ne se utilisent pas en cisaillement. Voilà. Et respecter la mise en position. Pour cela, l'assemblage doit être conçu avec suffisamment d'éléments filetés correctement répartis avec ces derniers doivent exercer chacun une précharge F0 minimale. La précharge F0 est de direction normale au plan de contact est généralement obtenue en serrant l'élément fileté au couple C0. Alors, pareil, là, sur ce cours-là, il se voulait c'est un dimensionnement de vis. C'est assez lourd aussi. On verra. En direct, c'est facile, mais à distance, c'est un peu compliqué, je trouve, d'expliquer. Dans le cadre d'une MIP, appui plan centrage court avec un couple C à transmettre, l'effort normal N à appliquer pour transmettre le couple C par adhérence, etc. C'est tout un calcul un peu complexe. Je vais essayer de voir si on... Voilà. Ce qu'il faut retenir, à mon sens, essentiel à savoir, c'est dans ça se résume sur ces deux schémas-là. Voilà. Avec une vis, on va avec un boulon, donc une vis plus son écrou. Alors ici, on peut rajouter une rondelle, etc. Et en haut aussi, on va serrer. Et le serrage de la vis va se diffuser ou va produire un cône sur une certaine surface qui est là, et le serrage de l'écrou sur une autre surface. Voilà. Et donc la surface d'adhérence, elle va être localisée comme ceci, avec un angle. Alors là, ici, on a un angle de 40, ici, c'est spécifié que c'est un angle de 45 degrés, etc. Donc, quand on va serrer l'écrou et la vis, ça va venir serrer cette zone-là avec une certaine pression en cet endroit-là. Voilà. Donc, la pression, on va avoir la pression, elle va être dans cette zone-là. On va avoir une pression ici, là. Voilà. Et c'est ici en fait, il faut retenir que c'est ça. Et que c'est à cet endroit-là que vont se transmettre les efforts. Si vous remarquez, en plus, ici, sur ce système-là, vous voyez bien que entre la vis et l'arbre, et les deux pièces, il y a du jeu. Donc, si je veux transmettre un effort, si je déplace une des deux pièces latéralement, et si je fais un effort ici, sur la pièce du haut en vert clair, et que la pièce du bas s'oppose à ce déplacement, entre guillemets, voilà, eh ben, ce n'est pas la vis qui va, c'est pas la vis qui va, c'est pas le fait c'est pas la vis mécaniquement parlant, c'est pas en cisaillant la vis que ça va empêcher le déplacement des deux surfaces une par rapport à l'autre, mais c'est l'adhérence au contact dans ces zones-là, l'adhérence au niveau des zones de contact qui va transmettre l'effort d'une pièce vers l'autre. C'est ça qu'il faut retenir, l'essentiel du principe d'un assemblage par vis. C'est qu'en fait, on peut remplacer une vis par un gros ressort. On peut dans notre tête remplacer la vis par un gros ressort. Alors, d'après prend, par un gros ressort qui va plaquer la pièce du dessus sur la pièce du dessous. Et l'adhérence entre les deux pièces, c'est ce qui va permettre la transmission des efforts. Il faudrait une rondelle, oui Martin. Il faut une rondelle
il faut des rondelles, on peut mettre des choses, mais là c'est le cas le plus simplifié. Il y a une vis, un écrou. Et la rondelle, elle ne sert pas, elle sert uniquement, enfin une des fonctions de la rondelle, c'est que quand tu vas venir serrer cet écrou-là, tu vas le serrer comme ça, pardon, que je cherche le sens. Quand tu vas venir serrer l'écrou dans ce sens-là, au sein, au niveau de la, au niveau de la, je nettoie un petit peu, au niveau de la surface, le problème qui va se poser, le problème qui se pose sans rondelle, c'est qu'en fait, à cet endroit-là, excuse-moi, à cet endroit-là, il va y avoir du frottement entre ton écrou et ta pièce. Et la rondelle qui va être en acier, sur un acier, alors que qui va être à peu près du même matériau que l'écrou, alors que la pièce que tu vas tenir n'est pas forcément de même nature. Ça peut être un aluminium, ça peut être un aluminium, un matériau plus tendre. Ouais, je pense en général, on peut penser à de l'aluminium. Ça peut être aussi un acier moins dur. Et ben ici à cet endroit-là, tu peux, à force de vissage et dévissage, tu fais plusieurs démontages, tu peux abîmer la zone ici. Tu peux abîmer la zone. D'autres fonctions des rondelles, c'est d'avoir une rondelle avec un dessin ou une conception particulière qui empêche l'écrou de se desserrer. C'est-à-dire que en fait, la rondelle, elle aura des stries. Elle aura des stries qui font que l'écrou, et elle se déformera, elle fera un petit peu élastomère, elle empêchera l'écrou de se desserrer. Voilà, la rondelle, elle sert aussi à ça. Elle apportera pas plus de force. Peut-être qu'elle peut légèrement augmenter la largeur de la surface de pression, mais c'est négligeable. Parce que même dans le cas extrême, si vous prenez une rondelle très très large, c'est pas pour autant qu'elle va, dans ces zones-là, elle va pas appuyer, sa déformation, elle va se déformer. Mais voilà, la rondelle, donc, pour revenir répondre à la réponse, la rondelle, elle peut servir surtout à éviter les frottements entre les surfaces. Et voilà. Pour le démontage, c'est plus dur. S'il y a une rondelle ou s'il n'y a pas de rondelle. Mets le micro, Martin. Oui, c'était pour les rondelles à stries que je disais ça, la- parce que si on veut le desserrer non. et que la rondelle est faite Alors, pour que ça ne soit pas desserré, c'est un petit peu contraignant en cas de non. Alors, c'est démontage. fait pour que Ouais, non, la question est très intéressante. Hein. C'est très, très intéressant. Il n'y a aucun problème. C'est même des bonnes questions. Une bonne question. Alors, la rondelle à stries, imagine que si tu serres c'est pas le problème principal. Tu vas pas être embêté par ce problème-là. Parce qu'en fait, même si, imagine que tu veux serrer un écrou à 210 Newton-mètre, c'est-à-dire 210 newtons à 1 mètre. Alors que tu prends une barre de 1 mètre et tu appliques une force de 210 newtons, et si je ne me trompe pas, ça va faire l'équivalent de 21 kilos. 20 kilos, c'est-à-dire que c'est un bon serrage déjà, mais si tu mets une rondelle, c'est pas un problème. Imagine que tu pourras toujours, en général, quand tu peux serrer à 200 Nm ou à 210 Nm, peut-être qu'au desserrage, tu auras besoin de desserrer à 250 ou à 300 Nm. C'est pas très grave. De toute façon, les problèmes que tu auras en desserrage de visserie, ce seront surtout des problèmes de corrosion et d'encrassement et d'adhérence à la surface. C'est pas la rondelle qui va poser un souci. D'accord. C'est pas la rondelle est là. En plus, selon les systèmes que tu utilises, selon les mécanismes que vous montez, si vous voulez vraiment une sécurité absolue pour le non desserrage, vous prendrez des systèmes plus complexes. La rondelle striée sert pour tenir. Imaginons, je sais pas si vous faites un proto, vous faites un petit proto, vous mettez un tableau de bord sur une machine qui vibre. Vous avez des écrous qui vont se desserrer, des écrous de 6 ou des écrous M6 ou des écrous M8. Vous n'aurez pas de problème de desserrage. La rondelle striée, elle va juste empêcher que l'écrou se desserre avec les vibrations, où ça permettra de mieux maintenir. Mais voilà.
Mais c'est vrai que le desserrage peut être plus compliqué. Mais en général, à terme, le desserrage est plus compliqué parce que là, sur des longs moments, les écrous, il y a de la poussière, il y a des produits, enfin, il y a une détérioration des états de surface, etc. Et la rondelle striée, c'est négligeable, je pense. Ça pourrait influencer, mais c'est négligeable. Voilà. Donc pour la rondelle striée, pour les rondelles, on est là. En tout cas, voilà, les pourquoi on n'a pas de rondelles, mais on pourra en mettre. Donc le principe de ça, c'est qu'on a des zones de pression. Ici, on a, vous voyez, à droite. Et quand on veut faire des choses vraiment bien, eh ben, on peut aller jusqu'à se débrouiller pour que les zones de pression se chevauchent les unes les autres. Je pense que ça, c'est pas toujours faisable, ou alors honnêtement, j'ai pas expérience de faire ça. J'ai jamais dimensionné de visserie sur le cas le plus extrême que je connais, ce sont les culasses de voiture et les culasses de voiture de diesel, où là les vis sont tellement, il y a une telle sollicitation des vis qu'elles sont à usage unique. Il y a plein de visseries comme ça. Quand il y a des grosses sollicitations, c'est à usage unique. Une fois qu'elles sont montées une première fois, elles ont été déformées, elles sont tellement à la limite de la déformation plastique qu'une fois qu'elles sont démontées, on les jette. Voilà, vis de culasse moteur de voiture, de moteur voiture. Voilà, c'est des vis, elles se déforment au moment du montage. Elles ont une procédure de montage bien particulière pour éviter que les pièces se déforment l'une par rapport à d'autres. Voilà. Mais le principe est là, le principe de chevauchement des zones de pression. Et je ne sais pas du tout comment ça marche. J'ai jamais fait. Il y a que les spécialistes qui font ça de mettre en place les 12, comment dire, les vis sur une culasse. C'est très particulier. Donc les qualités de la visserie, voilà, on va vite repasser dessus. Il y a différents types de qualités de visserie et ça donne des classes de résistance. La grande majorité, ce que je connais moi par expérience, c'est la 8.8 qu'on trouve chez Casto Brico, c'est du 8.8. D'accord, c'est vraiment c'est ce qu'on trouve pas classiquement partout. Et on a ça joue sur les limites élastiques et les limites à la rupture. Voilà, d'accord. Alors le pourcentage, je sais même plus le pourcentage, je sais plus ce que c'est. Voilà, je vous avoue que ça utilise tellement rarement, mais en tout cas, le 8.8, c'est classique. Après, on peut avoir des classes supérieures ou des classes inférieures, mais et en plus, sur certaines visseries de grande surface, c'est écrit. Il y a parfois, c'est gravé sur la tête des grosses vis. À partir du M10, M12, on s'est gravé. Voilà. Voilà, vous avez les classes de qualité les charges. Voilà, vous avez des tableaux, des abacs pour les charges. Voilà. Alors, après, il y a le couple de serrage. Les couples de frottement dans le filetage. Voilà, quand on va serrer, on a le couple de frottement dans le filetage. Alors pareil, il y a des formules, c'est bien, on n'a pas le temps. Normalement, un TD, on aurait pris un TD. En temps normal, on fait un TD, on a des exemples, des exercices, si vous voulez, je vous les donnerai. En fonction des vis, etc., on peut avoir la couple de frottement dans le filetage. Donc dans le filetage, il y a du frottement, d'accord. Là, c'est les dimensions, filetage métrique des différentes dimensions des différents filetages, pas très intéressant. Voilà, donc hop, on revient dessus parce que je pensais qu'il y avait d'autres informations. Donc en fait, le couple de frottement intervient parce que quand vous allez serrer, une partie de la force que vous allez utiliser pour le serrage sert à vaincre le couple de frottement. D'accord. Donc il va falloir déterminer. Quand on déterminera le couple de serrage, elle est où les formules là? C'est là le couple ici. Le couple, il va falloir. Enfin, il y a une procédure qu'il va falloir dimensionner entre le couple quand vous allez serrer, il faut voir qu'est-ce qui va être utilisé pour le serrage et qu'est-ce qui va être utilisé pour le frottement dans la vis. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc avec le TD, c'était plus démontré, mais on a vu les circonstances, on ne le fera pas. Voilà. Ensuite, rapidement, on va finir parce qu'il est 52, là je vois. Liaison par moyeu, liaison par moyeu conique amovible. Donc ici, dans ce montage-là, le principe,
c'est qu'on va venir rapprocher les deux zones en orange foncé. Comme ce sont des zones coniques, et ben la pression, voilà, il y a de la pression qui va s'appliquer comme ça. Bah mince, c'est trop gros, excusez-moi. Donc il y aura des efforts qui vont être appliqués ici et ici aussi. D'accord? Puisque les deux, le diamètre des deux pièces orange foncé va augmenter. Ce qui va appliquer une force ici, hein, il y aura une force d'adhérence sur cette zone-là. Adhérence sur cette zone-là, adhérence ici, et bien sûr adhérence là. Ce qui fait que le système, plus on va serrer cette vis-là, plus les deux plots vont se rapprocher et plus l'adhérence va augmenter. Voilà. Voilà, il n'y a rien de particulier à dire dessus. Cette solution réalise un assemblage par adhérence basé sur l'interposition. Dans quel système c'est appliqué? Parce que je vois pas. Alors, j'ai pas d'exemple particulier là. Franchement, j'en ai jamais. J'essaie de chercher un système dans lequel on aurait utilisé ça. Ça me dit quelque chose, mais j'ai pas d'exemple bien particulier. Hein. C'est bien ça, Martin. Tu voulais savoir dans quel exemple, dans quel cas on peut trouver ça? Exemple. Je vois pas. Franchement, ce montage-là, très précisément, comme ça, j'en ai jamais vu exactement comme ça. J'ai jamais démonté un système comme ça. Matériellement, j'en ai jamais touché dans les mains. Et j'ai pas d'exemple bien précis en main. Après, le système qu'on peut faire du serrage par conique, disons conique, je dirais que les bâtons si vous avez déjà vu des bâtons de randonnée télescopiques, vite fait, réglage bâton de randonnée télescopique, en fait, vous avez dedans des systèmes comme ça. Il y a des systèmes de cônes coniques. Alors, est-ce qu'on a des images? Alors, Google a plus d'images. Alors, là, on va vous expliquer comment faire, mais est-ce qu'on va avoir un système à l'intérieur démonté? Non, j'ai pas d'image. Alors, une seconde, je vous montre un petit peu un système qui peut être similaire, mais pas forcément dont l'idée est là. Hein. Alors, j'ai essayé de vous faire un petit schéma. Vous prenez, on va commencer par prendre un. Donc, on a une première pièce. On a le tube. La partie ah mince, pas facile. Ah, désolé, ça n'est pas évident de dessiner. Ah, j'ai deux mains gauches là aujourd'hui. Ah, sommairement un tube comme ça. Dedans, on va mettre une pièce qui va être conique. Voilà. On a, alors le tube il est plus long hein, normalement, je suis désolé. Ah, j'arrive vraiment pas là, je suis désolé. Dessiner c'est pas évident. Hein. Voilà, le bas du tube. Dans le ça c'est la partie du dessus. Le bâton, on a en haut, on a la poignée, en haut on a la poignée et en bas on a le bâton. Et en fait on va mettre sur la partie basse du tube, le tube qui continue là, qui continue de descendre par en dessous.
Hop là. Ah, j'arrive vraiment pas à dessiner là. Je suis désolé là, sur ce coup-là. C'est un cône coincé dans un autre cône. Oui, c'est ça, un contre-cône. Donc en fait, il y aura un cône ici, là, ça comme ça. Qui aura cette forme-là. Alors, pour facile, il y aura une partie conique comme ça, plus ou moins, hein, ce sera un peu exagéré. Et là, il y aura un filetage. On peut mettre un truc fileté, là, ici, là. Et quand on va tourner et qui va se lier, qui va lier au bâton extérieur. Voilà, en ayant plus vite, ça marche mieux. Et quand on va tourner ça, ça va rapprocher le cône ici et ça va bloquer ici. D'accord? Alors, pour démonter, on dévisse, on tape un petit coup, ce qui fait remonter un petit peu le cône. Et donc, ce cône-là qui est là va se libérer et on pourra monter, descendre le tube, la partie basse, la partie télescopique. Et voilà. Alors, les pièces sont, bien sûr, là, c'est sommaire, elles sont étudiées par des professionnels, donc elles ont des formes bien particulières avec des angles bien spécifiques pour pas que ça reste collé, etc. Voilà. L'idée, on peut retrouver des choses qui se ressemblent à ça, qui ressemblent au système que je vous ai montré ici, où on a un cône et un contre-cône. Voilà. J'ai pas d'autres exemples en tête pour un autre système. Voilà. Le couple transmissible est considérable parce qu'une fois qu'on a serré, si on a des matériaux ici, les surfaces d'adhérence sont très importantes. C'est ça qu'il faut voir. D'accord. Ça sert beaucoup en industrie, dans des gros systèmes. Moi, j'ai pas travaillé dans la grosse industrie, mais je sais que ça peut servir dans des gros systèmes d'industrie pour tenir des grosses pièces, quoi. Les grands diamètres possibles, vous voyez, diamètre 50 à 100, et, avec un démontage facile, parce qu'une fois qu'on a enlevé, une fois qu'on a enlevé la vis, on desserre la vis, on tape un petit coup sur la vis comme ça, comme ça, et le cône qui est là, on le chasse. Ou alors avec un outil spécifique, il se chasse. Et après, si on arrive à chasser on arrive à chasser cette partie-là, ça va décoincer très facilement le système. Liaison démontable. Coût du composant plus élevé qu'une clavette ou une goupille. Ouais. Enfin, de l'autre côté, c'est facile à fabriquer, comme qui dirait. De l'autre côté, c'est facile à fabriquer comme pièce avec un simple tour et une fraiseuse. Ça a l'avantage que vous pouvez le fabriquer assez facilement en termes de si vous êtes si vous avez si vous avez des moyens de production très limités, vous faites un prototype, ça peut se fabriquer facilement aussi, hein, par rapport à une cannelure en tout cas. C'est beaucoup facile. N'assure pas forcément le centrage de l'arbre par rapport à l'alésage. Ça, c'est un peu plus compliqué en effet. Donc, il y a des systèmes tout standards qui se vendent tout fait. Il y a plusieurs modèles qui se vendent. Voilà, les fabricants qui vendent. Le kit est complet. Un avantage qu'on peut voir, c'est qu'en fait, au moment du montage, la position de cette pièce-là, elle est totalement réglable sur l'arbre. Si vous voulez vous voulez régler une pièce sur un arbre, vous pouvez la régler vous la réglez vraiment au montage et non pas à la conception. Donc, si vous avez besoin de faire des trucs mobiles, des éléments mobiles, des choses qu'il va falloir ajuster à chaque fois que vous allez remonter une pièce, vous pouvez régler cette pièce-là. Ce montage, il est la positionnement de la pièce orange clair par rapport à l'arbre bleu est réglable. Les deux pièces sont réglables. Voilà. Il permet un assemblage par ajustement serré. Alors là, voilà, qu'est-ce que c'est? Ah, frettage. Ouf. Alors, le frettage, ouais, bah là, il est midi. Le frettage, vite fait, en quelque sorte, c'est quand on fait un ajustement serré, mais que les tolérances qu'on a mis on a un jeu mini un jeu maxi vraiment, vraiment négatif. Il faut absolument, dans ces cas-là, soit en un montage à la presse, donc par exemple le cas des bagues montées serrées sur des roulements, soit carrément il va falloir jouer sur les dilatations thermiques. Dans Wheelers Dealers, pour ceux qui connaissent, sur le modèle, ils font un montage un assemblage par frettage. Ils chauffent la culasse pour remonter les sièges de soupape. C'est-à-dire que les pièces
contenu, c'est-à-dire que les pièces contenues sont mises au congélateur à moins 30. Un congélateur maison peut déjà descendre à moins 28, moins 30. Et la pièce, la pièce contenante qui est en aluminium va être chauffée au chalumeau, ce qui fait qu'elle peut monter à 200 degrés. Ça fait plus de 200 à 250 degrés de différence, de degrés de différence. La différence de dilatation peut être assez importante pour faire un montage. Une fois que les deux pièces sont revenues à la même température, eh bien, la pièce qui était chauffée s'est contractée, la pièce qui était refroidie s'est dilatée, et donc on a un assemblage serré. Voilà. Donc là, le principe de montage ici, c'est l'azote liquide. L'azote liquide, faut en avoir, hein, mais c'est moins 195 degrés. La pièce la pièce contenante peut être chauffée, hein. Donc là, c'est un contraste de moins 195 degrés. Ah non, contracté à moins 195 degrés. Si on considère que la pièce contenante, elle est à température ambiante, et ben à 20 degrés, ça fait déjà plus de 215 degrés de différence. Si on peut la chauffer au four, mais sans aller trop loin, à 100 degrés ou 150 degrés, bah, ça fera encore une différence de taille. Voilà. Pour les roulements, eau bouillante, 150 degrés, et on va pouvoir le monter eau bouillante ou alors au four, dans un four carrément. L'avantage du four par rapport à l'eau bouillante, c'est qu'on n'a pas d'eau qui... Ah non, j'avais mal lu, excusez-moi, huile bouillante. Huile bouillante, excusez-moi, une friteuse quoi. Vous mettez vos roulements dans la friteuse si vous avez un jour du mal à monter un roulement. Bon, je pense qu'il faudra rincer l'huile après. Hein. Voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on a Voilà, des exemples. Voilà. Bon, désolé pour la fin rapide. Est-ce que vous avez des questions sur ça, là? Allez, mettez au micro, un peu dialoguer 2 secondes, là. Alors, Martin avait le micro tout à l'heure. Oui, je suis Les là. autres? Ouais, Martin, les autres? Alors, non, pas de questions, Jobard. Monsieur Jobard, je crois que tu n'as pas de micro, toi, de toute façon, Thomas, tu m'as dit. Mais les autres? Théo, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as compris tout ce que j'ai raconté? Est-ce que c'était à peu près? Ça marche pas, Ouais, ça Thomas. va. Ok. Thibaut Bastien, c'est bon. Alexis, ça a été? Donc, le coup de la friteuse, c'est pour dilater le roulement, c'est ça? Oui. Alors, Martin, oui, c'est ça. Alexis, j'entends pas du tout. Ça Oui, grésille. Très mal. Parle tranquillement et ça va aller. je parle tranquillement, monsieur. Là, ça va beaucoup mieux là. C'est tout à l'heure, ça avait. Comment tu vas d'ailleurs, Alexis? Ça va? Ça va, ça va. D'accord. Bon, est-ce que c'était clair? Est-ce que ce que j'ai raconté n'était pas trop fouillis? Non, non, ça va. Ça Juste, va, t'es sûr? j'ai pas noté. La date, c'est quand déjà? J'ai pas noté. Quelle date? Bah, pour le rendu. Faut aller dans le planning. Monsieur Alou, il m'a donné un. Ah, on a le temps, hein. On se revoit encore une fois ou deux. Voilà. Pour la prochaine fois, oui, je vais te faire un petit topo pour tous avant que vous partiez. Pour la prochaine fois, il faut que vous commenciez juste à remplir ce dessin-là, là, à me faire une proposition là-dessus. Vu que vous avez tout stop solide, on s'était mis d'accord avec Monsieur Aloui et notre collègue qui fait avec l'équipe. Que vous me fassiez un. Si vous avez une imprimante, vous l'imprimez papier et vous le faites papier, vous scannez après, vous photographiez, vous envoyez. Mais que vous nous fassiez une composition pour la zone 2 et la zone 1. D'accord? Il va falloir intégrer monter un engrenage. Donc le bloquer en rotation et en et la zone 2, il va falloir bloquer l'arbre sur la grande roue d'engrenage sur l'arbre et les faire. Et donc aussi respecter les règles de montage des roulements, s'il vous plaît. Réfléchissez à quels bacs sont montés serrés. Donc, pour la prochaine fois, je pense que c'est pour la semaine prochaine. Vous avez ça à répondre à la question. Oui, monsieur Martin. Monsieur Leroux. Là, Là, on crée non. Pas de problème. La première étape, c'est sur papier. Ah, c'est sur top solide. Ok. Voilà. Voilà, parce que j'ai plus top solide. Donc, ça va être compliqué. Il va falloir que je me débrouille.
Donc voilà, il faut que vous fassiez ça pour la prochaine fois. Ça n'empêche pas que si vous voulez l'envoyer en avance envoyez-le moi de préférence sur PDF, de manière à ce que, comme je viens de faire là d'écrire au tableau, je peux vous mettre une petite annotation. Ici, par exemple, je vous dis attention, je peux écrire quelque chose, je peux écrire aussi avec le mot de texte, et je vous le renvoie, comme ça vous pouvez rectifier votre version. D'accord? C'est d'accord pour tout le monde? Et monsieur, Oui, monsieur. pour les Laurie. roulements et le pignon, faut qu'on fasse des trucs normaux. On fait des roulements à billes normales, Les pas des roulements sont trucs donnés dans le sujet. Ah, ok, Regarde, bon. hop, regarde, ils sont là. Je te retourne la page. Là, ils sont donnés là, tu vois, des roulements, tous les roulements sont imposés. Et c'est déjà un gain de temps. Les Donc on a roulements juste à les dessiner. Voilà, juste à les Mettre les redessiner. moyens de fixation, c'est ça. Oui. Alors, pour les roulements, hein, je ne veux pas avoir de roulement dessiné, ça va prendre des heures et des heures. Le schéma du roulement, hein, c'est, alors, hop, 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 alors, bah, ça y est, j'y arriverai pas aujourd'hui. Hop, un schéma de roulement, c'est ça, hein. Hop, hop. Bah, c'est un carré, hein, enfin, en forme carré. Le grand axe, c'est l'axe de rotation de l'élément roulant. Donc, pour un roulement à billes, si j'arrive à en faire un propre, pardon, hop. J'arriverai pas aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. De toute façon, le schéma, il est sur le bouquin, hein. Sur un bouquin, si vous n'avez pas de bouquin, vous me demandez, j'en vous en schématisation de roulement, c'est comme ça. Pourquoi j'arrive pas à écrire? Bah, mon stylo ne veut plus marcher. Ah, parce que j'ai changé d'écran. Je sais pas pourquoi j'ai changé d'écran. Voilà, excusez-moi. Donc, le schématisation sur les roulements, ça arrive, hein, ça devrait se repartager. Voilà. La schématisation des roulements, je fais quelque chose qui... Pourquoi j'ai... Bon, bah, décidément, ça ne veut plus marcher, là. Ça en veut plus. Donc, la schématisation des roulements, vous regardez sur le... comment dire, sur la norme, et vous faites un petit rectangle et le petit, bon, vous regardez un petit rectangle ici là. Vous avez la norme, la norme, elle est sur le, non, c'est pas comme ça que ça a été fait, mais vous la trouvez dans les bouquins, d'accord, sur les bouquins que je vous ai montré tout à l'heure. Il est le bouquin là, alors, guide des sciences. Ouais, bah décidément, mon écran. Alors hop, si je fais ça, c'est plus simple. Ça, je vais faire comme. J'ai plus de souris en fait. Oh bah, j'ai plus de souris, j'ai plus rien, tout va bien, tout va top. Si c'est bon là. Bon, je sais pas, attendez. Mon écran a planté. Ah, si, ça va. Bon, bah, j'ai plus ma capture d'écran, plus rien ne fonctionne sur mon Foxit a planté, je suis désolé. Donc, vous irez voir sur la norme, sur les dessins. Vous irez voir comment on écrit là, ici, là, ce truc-là, là. D'accord? C'est bon? Des questions ou pas? Oh, Non, moi j'ai plus de questions. excusez-moi, j'ai rechargé parce que j'avais vraiment un problème. Non, c'est bon. On a tous compris, je crois. C'est bon? Bon, bah, allez, très bien. Bon, je vous laisse. En cas de Appétit, problème. monsieur. Oui, monsieur Martin. Oui, Martin. Ah non, je dis juste bon appétit. Bah ouais, très bien. Allez, vous avez compté notre présence. Oui, vous étiez tous là. Vous étiez tous là. Il n'y a pas de problème. J'ai vu. Il n'y a pas de problème. 12 heures. Bonne journée à vous tous. À bientôt. Je sais pas quand on verra ça en planning. Je pense que je vous essaierai de vous envoyer un mail pour vous dire quand est-ce qu'on se revoit. Bonne journée. Au revoir. Allez, je me déconnecte. À bientôt.